Bien, bonjour. L'autre exemple qu'on peut essayer de regarder, c'est-à-dire je le repousse systématiquement, parfois je ne prends même pas la peine de le traiter, mais il nous reste un peu de temps, voilà, donc je vais en dire deux mots quand même. Ce sont les éléments permettant de représenter du texte, et notamment, alors non pas les text fields et les text area qui n'ont pas beaucoup de mystère, mais toujours pareil, des éléments graphiques de swing qui permettent de représenter du texte, mais structuré. Alors, qu'est-ce que c'est que du texte structuré? Bien sûr, ça peut être du... Alors, on a différents types de structures. Enfin, d'ailleurs, en swing, on ne parle même pas de texte structuré, on parle de texte stylé. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment dire là-dessus, mais il peut être à la fois structuré, puisque ça permet de représenter effectivement du texte, notamment HTML. Il y a un support minimal d'HTML dans Java, pour certains éléments. Par exemple, vous pouvez mettre du code HTML dans des JLabel ou dans des JButton, mais faites attention, c'est un HTML assez limité, vous n'irez pas très très loin. Je crois que le HTML qui est supporté, c'est du 3.2, donc c'est vraiment ancien. Donc en gros, limitez-vous aux éléments très ordinaires de mise en gras, italique et je sais pas quoi, passage au paragraphe. N'essayez pas de faire des trucs subtils de HTML. Bon, pareil pour le rendu de texte, vous allez voir qu'il y a des éléments qui permettent de rendre du texte HTML. Bon, c'est pareil, c'est du HTML 3.2, donc c'est un peu élémentaire, mais c'est comme ça. Mais donc ça, c'est effectivement, on peut le voir comme du texte structuré, si ce n'est qu'en réalité, bien sûr, la structure là qui nous intéresse quand on fait du HTML 3.2, c'est plutôt du style. Il s'agit plutôt de structurer le texte pour lui fournir un style, hein, et non pas se rapprocher de la vision XML des choses, où on veut vraiment structurer le texte, et puis le style, il est ailleurs. Bon. Et il y a d'autres types de textes qu'on peut, enfin d'autres types de styles, de textes stylés ou de documents stylés, comme Java les appelle. Il y a aussi du RTF, qui est un autre moyen de baliser du texte pour obtenir du style sur ce texte. Donc, je sais pas quoi, gras, italique et ce genre de choses, taille de police et police. C'est essentiellement ça, l'usage de ces objets. Alors, on va regarder ça. Peut-être qu'on va essayer de fabriquer une interface. Donc les objets, oui, pardon, pour revenir là-dessus, les objets dont je suis en train de parler sont TextPane. Alors, où est-ce qu'il traîne? Chez TextPane. Et puis, alors, hein, donc je reviens de base, les objets que vous utilisez la plupart du temps pour représenter des textes, c'est TextField, quand c'est simplement une chaîne de caractères, enfin, disons une ligne. Et puis TextArea, quand c'est un ensemble de lignes de chaînes de caractères. Bon, mais les objets dont je suis en train de parler, c'est TextPane, et puis l'autre, son cousin, qui est le JEditorPane. Où est-ce qu'il traîne? Hop, je l'ai vu ici, JEditorPane. D'accord? Qui sont d'ailleurs liés tous les deux dans la hiérarchie des objets Java, puisque comme vous le voyez, JTextPane, c'est en fait une sous-classe de EditorPane. D'accord? Alors, comme il est indiqué ici en première phrase en fait, de la documentation de EditorPane, c'est que ça vous permet simplement de représenter différents types de contenus. Alors, type au sens de type textuel. Hein. On va représenter systématiquement des données textuelles, mais il y a différents types de représentation de données textuelles, notamment stylées, hein, avec du style. Donc, de base, ce qui est fourni, c'est essentiellement HTML, RTF, ou ce qu'on appelle le plain text, c'est-à-dire du texte sans style. Alors, on va écrire un petit bout de code pour faire ça. Texte exemple. Je crois que je ne l'ai jamais fait, donc je vais le faire ici. Ça va vous permettre de regarder les choses. Donc, on va d'abord créer une petite interface, donc vraiment très réduite.
qui va simplement créer une fenêtre avec un text pane. Et on va voir ce que ça va donner. On verra qu'il y a déjà des petites choses à faire. Ça me permettra d'employer enable. Donc ça c'est comme toujours, il vous faut créer une interface à l'intérieur d'un appel à invoke later ou invoke and wait si vous avez vraiment besoin de synchronisation forte. Alors mon interface elle va être réduite simplement, hein, comme je l'ai dit, à une JFrame. Et puis, ce dont j'ai besoin, c'est un TextPane. Hein, je vais prendre le plus riche, en fait. TextPane est plus riche que EditorPane. Voici. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Tiens, ça va me permettre d'introduire un autre mécanisme après. Alors, on va voir. On va faire ça. Et puis, je vais être obligé de faire une petite digression au passage. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme d'habitude, donc un get content pane. Dans le content pane, je rajoute TP. Donc mon text pane. Un coup de pack, un set visible. Ça devrait marcher. Oui, alors évidemment, j'ai fait aucun import, donc forcément, il va pas être content. Et qu'est-ce qu'il veut ici? C'est tout. Très bien. Donc évidemment, quand ça s'exécute, comme j'ai fait le pack, j'ai une fenêtre de taille très minimale. Bon, comme vous le voyez, j'ai bien ici un objet dans lequel je peux taper du texte. Alors il y a un défaut à cette application. Alors d'abord, bien sûr, c'est un objet textuel dans lequel j'ai le droit à plein de raccourcis déjà pour faire mes couper-coller. Hein. Donc je peux, je sais pas quoi, couper du texte, aller ici, le coller autant que je veux. Donc il y a des fonctions d'édition de base qui existent déjà. Hein. Ça c'est normal. Bien sûr, on peut changer le mapping de ces fonctionnalités, c'est-à-dire si les raccourcis standards ne vous conviennent pas, vous pouvez changer, rajouter, enlever des raccourcis pour certaines fonctionnalités compliquées, peu importe. Je fais un peu l'impasse là-dessus parce qu'il faudrait employer un autre cours aussi sur les mappings clavier. Si ça vous intéresse, ce qui est caché derrière, ce sont les action maps et les input maps. Vous trouverez des exemples probablement sur le web qui sont corrects. Alors, il y a deux défauts là déjà à cette application, avant même de parler de style, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir manipuler ces choses-là. C'est, bien sûr, vous voyez que quand je retaille ma fenêtre, d'abord, j'ai perdu, enfin je ne vois pas l'intégralité de mon texte, et ce qui est, alors ça c'est normal, mais surtout ce qui est ennuyeux, c'est que même si je me déplace, je ne vais pas avoir de scroll évidemment, puis j'ai même mon curseur qui a disparu, mon curseur d'édition, là je vais remonter, voilà, il réapparaît, vous le voyez, il est là, il traîne, c'est pas forcément très visible, mais j'essaie de le déplacer pour que vous le voyez, hein. Donc il disparaît. Ça c'est simplement parce qu'évidemment j'ai pas pris la précaution d'intégrer mon text pane dans un objet qui me permet de faire du scrolling automatique. Hein, là c'est qu'a priori j'ai un objet qui est plus grand que ma zone de visualisation, et ce que j'aimerais bien avoir c'est un objet intermédiaire qui me permet de me déplacer, d'avoir une fenêtre de déplacement sur cet objet, hein. Donc ça c'est un scroll pane, on peut le réparer déjà, ça va être la première opération à faire. Donc pour le réparer, ça c'est facile. Je crois que j'ai jamais employé ici de JScroll pane. Enfin, ah, peut-être que si, donc c'est pas très grave, on va le faire. Scroll pane. Voilà, donc je crée un objet JScroll pane. En fait, c'est le JScroll pane que je vais rajouter dans la JFrame. Et puis
text pane, il va être dans la scroll pane. Donc c'est là. Alors pour le faire proprement, il faut l'ajouter dans le viewport du scroll pane. Donc j'ai ma JFrame. À l'intérieur de la JFrame, enfin par-dessus si on veut, j'ai le content pane. Dans le content pane, j'ai mis une scroll pane. Et puis à l'intérieur de cette scroll pane, j'ai dit que la zone de visualisation qui était gérée par cette scroll pane, donc cet objet qui va permettre de scroller, ça va être le text pane. D'accord? Donc là, bien sûr, je vais avoir... Pourquoi est-ce qu'il râle? Get viewport, qui pour qu'il râle TP. Ah oui, bah forcément, j'ai pas créé TP, ça risque pas de marcher. Et puis scroll pane et pas scroll pane. Voilà. Donc cette fois, si je tape du texte et que je retaille, on devrait avoir, hein, comme on le voit ici, j'ai bien la barre de défilement qui est apparue et qui me permet de me déplacer dans le texte comme bon me semble. Bien sûr, j'ai aussi un défilement horizontal si c'était nécessaire. On le voit ici, qui me permet de me déplacer. Bon, ça c'est la première chose que je souhaitais corriger, mais il y en a une autre en fait. Il y en a une autre qui n'est pas forcément sympathique et qui va me permettre d'introduire un mécanisme plus général. C'est, vous voyez, quand je lance mon application, alors certes j'ai fait pack, très bien. J'ai fait pack, donc évidemment, enfin je dis très bien, j'ai obtenu une taille qui n'est pas très agréable, donc à chaque fois je suis obligé d'agrandir ma fenêtre. Donc effectivement, je pourrais me passer de pack et décider par exemple que la fenêtre par défaut elle fait 100 par 100. Hein. C'est pas set visible, c'est set size, et puis ça doit marcher. Mais, bon, très bien, ça veut dire qu'à chaque fois que je lance mon application, alors je vais mettre, j'ai mis 100 par 100, très bien. À chaque fois que je la lance, hein, bien évidemment, j'ai une zone ici qui fait une taille de 100 par 100. Bon, très bien, je considère, c'est peut-être pas forcément suffisant, peu importe, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Mais vous voyez que effectivement, je considère là que pour l'usage dont j'ai besoin, c'est pas suffisant. Donc, vous voyez l'opération que je fais à chaque fois, c'est que je vais agrandir ma fenêtre, puis je vais enfin décider de travailler dedans. Je fais ma saisie. Bien sûr, si je relance l'application, le premier effet, c'est qu'évidemment, ça revient en taille 100 par 100. C'est normal, c'est ce que m'indique le code. Moi, ce que j'aimerais bien, donc ça c'est peut-être la première chose, donc ça c'est ma digression, là j'oublie les objets texte parce que c'est un mécanisme plus général, c'est que vous retaillez votre éditeur de texte, hein, vous êtes sur votre IDE, je sais pas quoi, Eclipse, et quand vous le relancez le lendemain, vous vous retrouvez dans la même situation, les mêmes fichiers ouverts, les mêmes onglets, je sais pas quoi, enfin, la même taille, tout ce que vous avez pu déplacer, normalement vous le retrouvez dans le même état. Comment faire ce genre de choses? Alors le mécanisme le plus général, c'est que j'ai simplement besoin de stocker des informations relatives à l'aspect, enfin, au fonctionnement de l'application. J'ai besoin de stocker quelle était la taille que l'utilisateur avait employée au moment où il a retaillé la fenêtre, de telle sorte que s'il a retaillé la fenêtre, c'est qu'il pensait que c'était mieux pour lui. Et donc j'aimerais bien que la prochaine fois qu'on relance l'application, eh bien cette fenêtre réutilise la taille. Alors vous allez me dire, ça c'est facile, je vais enregistrer dans un fichier les valeurs qui vont bien. Vous avez un mécanisme tout fait pour ça, en Java, hein, qui permet de gérer les préférences de vos applications. Donc je vais enregistrer dans ces préférences, par exemple, la taille de la fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a une classe pour ça, qui doit s'appeler Java Util Prefs. Voilà. Il y a un package fait pour faire ça. Java Util Prefs, pardon, j'enlève la souris. Java Util Prefs, qui permet justement de gérer une petite base de données, petite, je ne sais pas pourquoi je dis petit à chaque fois. Enfin, c'est pas non plus fait pour stocker des millions d'informations, mais donc il permet de stocker simplement des valeurs associées à des clés. Hein.
dans des fichiers avec une représentation dont vous n'avez pas à vous préoccuper. Donc la classe qui permet de gérer ça, c'est la classe Preferences, qui est ici. Hein et bon, alors peu importe comment ça arrange là-dedans, vous avez une syntaxe pour représenter ça. En gros, ça va être, disons, ce qui est caché derrière, c'est essentiellement du XML, quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas. Et puis, vous avez des méthodes, vous voyez, pour gérer ces fameuses préférences. Alors, vous avez essentiellement, ce qui est intéressant, ce sont essentiellement les méthodes put, qui vous permettent de stocker des valeurs à l'intérieur, et puis les méthodes get, qui permettent de récupérer des valeurs. Et puis vous avez évidemment put pour les types de base, c'est-à-dire booléen, double, float, int, long, il doit y avoir string quelque part, en dessous. Non, elle traîne. Si, non, pas string. Bon, très bien. Avec byte array, on s'en sort. Bah, si, vous avez le put tout bête. Hein. Le put string, c'est en fait le put tout bête. Il s'appelle pas put string, il s'appelle put. Donc, vous pouvez stocker comme ça des petites valeurs. Et puis, vous avez les méthodes symétriques. Hein. Vous avez get qui vous permet de récupérer des valeurs stockées. Donc, vous voulez stocker dans votre base de données un objet flottant. Bah, vous faites put float dans cette préférence, donc on va voir comment est-ce qu'on obtient un objet préférence. Vous lui associez une clé, donc c'est une clé qui va représenter la valeur qui va être stockée, évidemment. Et puis la valeur, hein, vous fournissez la valeur derrière. Pour get, vous allez voir aussi qu'il y a deux paramètres, mais c'est parce que pour get, vous allez avoir la valeur par défaut. Hein, par exemple, si je fais un get int, donc bien sûr j'ai la clé pour récupérer la valeur associée à cette clé-là, dans la petite base de données. Mais si cette clé n'est pas encore présente, bah vous avez la possibilité de spécifier une valeur par défaut. C'est aussi bête que ça. Donc tant que vous n'avez pas de stocké de valeur, c'est pas grave, vous pouvez tenter de récupérer la valeur et le mécanisme est suffisamment souple pour que si la valeur n'existe pas, eh bien il va utiliser simplement la valeur par défaut que vous avez précisée. Donc c'est exactement ce que je vais faire moi. Je vais interroger cette petite base de données pour connaître les préférences pour l'utilisateur concernant la largeur et la hauteur de la fenêtre. Et puis je vais mettre comme valeur par défaut ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire 100 et 100. Et puis on verra que de temps en temps, il faudra bien sûr que j'enregistre des valeurs dans cette base de données. Alors comment est-ce qu'on construit une base de données? Alors le plus simple c'est de prendre, ça c'est assez standard, hein, c'est de récupérer, vous voyez qu'il y a une méthode statique, donc il y a une factory pour les préférences Java, qui s'appelle userRoot. En fait vous avez deux types de préférences qui sont fournies en Java. Donc des préférences qui sont basées utilisateur par utilisateur. C'est qu'évidemment, si vous avez deux utilisateurs sur votre machine, on ne voudrait pas qu'ils partagent forcément les mêmes préférences en ce qui concerne Eclipse. Ils ont chacun leur propre utilisation. Mais on pourra avoir aussi, on pourrait très bien imaginer des applications pour lesquelles il y a des paramètres globaux à cette application. Ils doivent être valables pour tous les utilisateurs. J'en sais rien, hein. Peut-être un paramètre qui définirait un proxy pour le réseau, et donc il n'y a pas de raison que chaque utilisateur ait son propre proxy, il devrait pouvoir utiliser le même. Donc on a aussi la possibilité d'utiliser des préférences de type système, d'accord? Donc tout ce qu'on va utiliser, c'est les préférences user. Donc je vais simplement récupérer, comme vous le voyez, la base de données, enfin en tout cas les hiérarchies à partir de userRoot. Et puis quand on a fait ça, on va pouvoir ranger. Alors où est-ce que je vais le voir ici? Voilà, c'est dans Node. Les préférences vont être simplement stockées sous la forme d'un arbre en fait. Donc vous avez deux types d'arbres. Vous avez l'arbre des préférences système, et puis vous avez l'arbre des préférences utilisateurs. Pour chaque utilisateur, évidemment, vous avez un arbre comme ça. Hein. Mais pour un utilisateur donné, il voit que deux arbres. Système et puis user. Et à l'intérieur, en fait, vous avez une arborescence comme ça. Vous y mettez ce que vous voulez dans cette arborescence. Pas très important. Mais en général, ce qu'on va faire, c'est que vous allez utiliser un chemin pour décrire votre application. Vous avez une partie du chemin qui décrit l'application. Et puis à l'intérieur, ça peut être une arborescence aussi compliquée que vous voulez, hein, mais
Là, on va se contenter simplement de mettre des valeurs, des ensembles de clés valeurs. Même si on pourra avoir une arborescence à l'intérieur de l'application. Donc on va décrire ça, et c'est le but de la fonction node. Donc ça, c'est exactement comme pour les valeurs. C'est-à-dire, si un nœud n'existe pas, ça n'a aucune importance, ne vous en préoccupez pas. Le système Java va créer le nœud quand c'est nécessaire. Enfin, il va créer toute l'arborescence qui va bien à chaque fois que vous allez l'employer. Donc je vais me créer des préférences. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais faire comme ça. Je vais supposer qu'il y a déjà des... Donc évidemment, 100 et 100 ici, je veux les remplacer par des valeurs à leur largeur. Donc je vais déjà prendre une largeur. Alors pour récupérer ces valeurs largeur, c'est justement ça que je veux faire. Je vais prendre les préférences. Donc je vais récupérer les préférences Java. Je vais récupérer le nœud de l'arborescence des préférences utilisateurs. Donc là je récupère le user root. Une fois que j'ai fait ça, alors il faut que je regarde l'API, mais je vais prendre les nodes, donc il n'y a aucun souci. Je vais récupérer le nœud. Je vais définir un nœud pour mon application, ou plusieurs nœuds. Alors je sais pas, je vais prendre les... Allez, pourquoi je vais pas faire ça? Je vais faire un truc comme ça. Comment qu'elle pourrait s'appeler mon application? Mon app. Ok. Donc ce nœud sera créé s'il n'existe pas, c'est ça que ça veut dire. Et puis à l'intérieur, donc ce que j'ai récupéré évidemment, c'est qu'un nœud, ça récupère des préférences. C'est une arborescence de préférences. Et puis au bout d'un nœud donné, vous pouvez récupérer des valeurs. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais aller chercher dans largeur. Donc je vais utiliser getInt. Alors pour faire ça, je vais d'abord me créer des clés. Donc il faut que je me crée 2 clés pour largeur et hauteur. Donc la clé largeur, je vais l'appeler largeur, c'est bête. Et puis la clé hauteur, je vais l'appeler hauteur. Avec un H, c'est mieux. D'accord? Et donc c'est exactement ça ce que je vais faire ici, c'est-à-dire que quand je vais récupérer, je vais tenter de récupérer dans ces préférences la valeur pour la largeur. Et puis je vais dire que si jamais cette valeur n'existe pas, je vais dire c'est 100. S'il y en a une, tant mieux, s'il n'y en a pas, ce sera 100. Donc je vais faire pareil pour hauteur. Voilà, et puis simplement largeur et hauteur, ce sont des valeurs que je vais employer ici pour spécifier la largeur et la hauteur de ma fenêtre. Alors si je compile, string avec un S majuscule, évidemment ça va rien changer pour l'instant. J'ai toujours 100 par 100, c'est normal, je n'ai nulle part, aucun code n'a créé les préférences, mon app avec la valeur largeur qui vaut autre chose que 100, etc. Donc là, quand le système tente d'interroger la base de données des préférences, alors je reste vague sur où est-ce qu'elle est cette base de données des préférences. C'est très dépendant du système. Là, sur mon Mac, je vous montrerai où c'est, mais sur un Linux, c'est ailleurs, et sur un Windows, ce sera ailleurs, et sur un système truc-muche, ce sera encore ailleurs. Ça n'est pas spécifié par Java. Simplement, tous les systèmes ont des mécanismes pour ranger de telles valeurs. Je ne sais pas quoi, vous avez appelé ça des bases de registres, des fichiers de config, des fichiers de préférence, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est externe à Java lui-même, mais il y a un mapping, Java sait faire le mapping. Donc en l'occurrence, cette base de données est interrogée, et puis on ne trouve ni mon app, et encore moins à l'intérieur de mon app, taille, largeur et hauteur. Donc c'est les valeurs 100 et 100 qui sont employées par défaut, bien sûr. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que quand je retaille mon application, quand je retaille comme ça, la valeur de la largeur et de la hauteur là soit justement stockée dans
dans ma base de préférence. De telle sorte que quand je relance mon application, je vais retrouver ma taille. Alors comment faire? Alors ça c'est un des mécanismes, je crois que je n'avais pas illustré, mais je vous avais dit, ça fait partie des événements qu'on peut récupérer sur les différents composants. Donc la plupart disons, les éléments d'interaction sur lesquels je me suis focalisé dans ce cours, c'était essentiellement les événements sémantiques. Je clique sur un bouton, donc ça s'appelle une action, je sélectionne un élément dans un menu, j'appelle ça une action, etc. Mais il y a des éléments techniques, c'est-à-dire savoir si une fenêtre a été déplacée, s'il a été iconifié, si elle est ouverte, je sais pas quoi, si vous avez déplacé un composant, s'il est devenu invisible, ce genre d'événements propres à l'interface graphique peut générer évidemment des événements à l'intérieur de votre interface et de votre code et vous pouvez en être intéressé. Donc si je retaille ma fenêtre, je peux faire en sorte que mon code reçoive l'événement, tiens, la fenêtre a été retaillée et voici sa taille. C'est aussi bête que ça. Donc c'est à ça que je vais m'attacher maintenant. Donc ces événements, alors j'oublie à chaque fois lequel c'est, mais l'événement ça doit être component listener, je pense. Voilà, c'est ça. C'est component listener. Dans component listener, comme vous le voyez, c'est comme son nom l'indique, c'est évidemment l'interface qui va permettre de construire un objet qui permettra de recevoir des événements de type component event. Et donc, comme son nom l'indique, évidemment, ça va opérer sur tous les composants. Et donc, on va pouvoir savoir, pour un composant donné, s'il a été retaillé, s'il a été déplacé, s'il est visible ou invisible. Enfin, s'il est rendu visible, donc s'il passe de invisible à visible, ou s'il passe de invisible, enfin bref, l'inverse. Ce sont les deux là. Donc évidemment, celui qui m'intéresse, c'est retailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si quelqu'un a retaillé ma fenêtre. Donc JFrame est un composant, donc je vais pouvoir lui attacher un component listener, et puis capturer à l'intérieur de la méthode component resized la taille, et puis la stocker dans ma base de données des préférences. C'est aussi trivial que ça. Donc je vais simplement tout mettre dans la même classe. Donc je vais dire que ça c'est un component listener. Et puis je vais simplement implémenter les 4 méthodes. Alors les 4 méthodes, il y a resized, moved, on a dit, il y a shown et hidden. Ok, hidden. Ok, donc le seul qui m'intéresse, c'est évidemment component resize. Je me fiche de savoir que la fenêtre a été déplacée, c'est pas très important. Encore que je pourrais, hein. Je pourrais très bien essayer de stocker cette information et essayer de replacer la fenêtre au même endroit quand je relance l'application. Si l'utilisateur avait décidé de la mettre en bas à droite dans l'écran, je peux essayer de la replacer à cet endroit-là. Bon. Mais c'est pas ce que je veux faire ici. Donc qu'est-ce qu'il faut que je récupère? Simplement ici, je sais que... Alors, je vais simplement rajouter comme fonctionnalité à ma frame, évidemment, l'objet lui-même va écouter, l'objet texte exemple va écouter les événements de type component event. Et puis ici, j'ai plus qu'à récupérer, par exemple, hein, alors je vais juste les afficher pour l'instant, mais alors... Je vais récupérer la source. Rappelez-vous qu'à tout événement correspond une source. Donc là, je sais dans mon application que la source, c'est une JFrame, puisque j'ai attaché ce component listener à une JFrame. Donc nécessairement, la source sera une JFrame. Je fais le cast qui va bien. Et puis ici, simplement, ce que je vais faire, je vais simplement afficher la taille. Get size, je ne sais pas trop si ça existe. Ouais. Il faut que je fasse les imports adéquats, donc il doit y avoir des events. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut d'autre?
Ça va suffire. Donc comme vous le voyez, hein, quand je retaille la fenêtre, ici j'ai bien déclenché l'appel à la fonction component resized, et puis j'ai affiché la taille de la fenêtre. Alors évidemment, hein, à chaque fois que... Enfin c'est comme les mouvements de la souris, hein, c'est pas juste quand je m'arrête et que je relâche, c'est à chaque fois que la taille a été modifiée que cette fonction est appelée. Donc voilà, c'est dynamique. Donc il suffit simplement, comme vous le voyez, de récupérer les valeurs qui sont ici, puis simplement de les stocker dans la base de données des préférences. Donc je vais faire le même genre de choses que ce qui est fait ici, simplement ce que je vais les stocker cette fois. C'est-à-dire je vais stocker dans les préférences P qui sont ici, et ben, l'entier qui correspond à la largeur et la hauteur que je viens de récupérer. Donc pour la largeur, j'ai récupéré quoi? Je prends get size et puis get width, hop. Donc je récupère la largeur de la fenêtre et je le stocke dans la base de données des préférences en tant que largeur. Et puis pour la hauteur, même punition. Alors pourquoi j'ai fait qu'est-ce qui râle? Ah oui, parce que c'est des doubles, alors on va les caster en entier. Voilà. Donc cette fois, ça a été stocké dans la base de données, ce qui fait que si j'ai ma fenêtre, si j'ai retaillé ma fenêtre avec cette taille là, apparente là, qui est je sais pas combien, 1035 par 639, très bien. Si je quitte mon application, normalement je vais récupérer dans la base de données, hein, puisqu'à chaque fois que j'ai retaillé, rappelez-vous, ça a été stocké dans la petite base de données, je vais récupérer la taille qui était préexistante directement. D'accord? Donc évidemment, vous employez ce mécanisme-là maintenant pour stocker toutes les valeurs que vous voulez. Hein, vous voyez, c'est vraiment très simple. Créer un objet préférence via la factory, et puis simplement nommer les nœuds qui vont bien, et puis nommer les clés et associer des valeurs à ces clés. Rien de bien mystérieux. Alors on peut voir simplement que c'est... Alors où est-ce que ça a été stocké? Alors sur Mac, c'est stocké dans des endroits spéciaux. Ça doit être celui-ci. Alors, ça stocke ça dans une base de données un peu spéciale sur Mac, dans un fichier. Il centralise toutes les préférences des applications Java utilisant ce mécanisme-là, hein, dans un fichier particulier chez moi, sur ma machine, et qu'un fichier plist. Bon, c'est du XML, mais on ne peut pas l'interpréter directement ici, c'est du XML compressé, donc je vais simplement comme Apple, vous allez voir, Java, on va retrouver les... oui, évidemment, si je fais open, ça marche pas. Voilà, paf. Donc c'est une mini base de données, comme vous le voyez. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais en gros, j'ai la racine de toutes mes... bases de données, de préférence d'application Java. Et donc je retrouve mon app. Hein. Vous vous souvenez, quand j'ai créé... j'ai récupéré le user root. Donc le user root, c'est ce qui est ici. Et puis ensuite, j'ai créé un nœud qui s'appelait mon app. Et bien si je déplie le nœud mon app, je vais voir dedans qu'il y a, tiens, comme par hasard, largeur 1035 et hauteur 639. Voilà. Donc je n'ai pas à me préoccuper du format. C'est du XML qui est caché derrière. Là, c'est un petit outil qui me permet d'interpréter ce XML et de le visualiser de façon un petit peu plus agréable. Mais je me suis complètement affranchi de ces histoires de syntaxe, de représentation de données et de localisation de ces données-là. D'accord? Bon, ok, j'ai résolu mon problème, je suis content.
j'ai une application qui retrouve des valeurs d'une invocation à l'autre, donc ça c'est pas mal. Donc je vais revenir à mes petits moutons, c'était les histoires de texte et les histoires de texte. Donc qu'est-ce que je veux faire maintenant? J'ai dit que TextPaint et EditorPaint, ça permettait de représenter du texte stylé. Alors il y a plusieurs types de texte stylé, comme j'ai dit. Il y a le texte plain qui fait pas grand-chose. Il y a le texte RTF et puis il y a le texte HTML. Donc on va prendre le texte HTML, ça ira très bien, ça vous montrera. Bien sûr, vous avez toutes les interfaces prédéfinies pour faire tout type de structure que vous voulez, hein. Il n'y a aucun souci, vous pouvez définir vos propres types de documents stylés, vos propres formats à vous, vos propres modes d'édition, tout. C'est un peu compliqué, ça sort un peu du... Enfin, il faudrait, là, pour le coup, peut-être plusieurs séances pour y arriver, mais ici, je vais simplement vous montrer. La première chose que je souhaite faire, c'est rajouter une fonctionnalité qui me permet de représenter du texte en gras. Alors, la première chose, c'est que... alors, je vais le faire ici, TextPaint. Il se trouve que pour les TextPaint, on peut spécifier le type de texte qui va être manipulé par cet objet-là. Donc si je dis rien par défaut, j'ai du texte vraiment très ordinaire, mais j'ai le droit de spécifier par exemple le type de texte qui va être manipulé. Alors il faut faire attention à ce que ça signifie quand je mets texte/html. Mais je vais le faire comme ça, je vais faire tp.setText. Et puis je vais mettre un truc tout bête. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre bonjour. Je vais passer un paragraphe suivant. Et puis je vais mettre en gras au revoir. Ok. C'est du HTML 3.2. Voilà, rien de bien mystérieux, ça doit être correct. On va le compiler. Alors, c'est pas forcément super visible, mais si je zoome, hein, j'ai bien quelque chose. Hein, il y a du texte, pas du texte ordinaire, et puis un texte en gras qui était au revoir, avec un passage à la ligne. Donc, ce dont il faut bien se rendre compte, hein, c'est que si le texte que j'ai tapé, enfin, quand j'ai fait le set texte, c'est comme si j'avais tapé du texte, hein. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs. Mais avec cet texte que j'ai spécifié, c'est une structure de texte, un texte stylé, une valeur pour un texte stylé. Donc avec des balises HTML. Mais le rendu, vous voyez ce que fait le TextPaint ici, il me fait un rendu qui me rend effectivement le HTML. Je n'édite pas le source HTML. Je vois le rendu HTML du truc. Bien sûr, hein, je peux éditer mon texte, je peux me déplacer dedans, je peux faire des choses, rajouter des éléments. Alors bien sûr, là, je suis un petit peu cuit parce que je peux pas passer en gras, je peux pas enlever le mode gras, je peux pas changer, je sais pas quoi, des styles. Hein, je peux certes éditer le texte, mais vous voyez que c'est déjà pas mal. Là, ce que je suis en train d'éditer, c'est une espèce d'éditeur HTML, hein, de rendu HTML, un éditeur WYSIWYG HTML. Donc c'est assez puissant le TextPaint. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La chose que j'aimerais bien, c'est que justement pouvoir le faire dynamiquement, c'est-à-dire passer en mode gras, enlever le mode gras, italique ou pas italique. Donc je vais associer des... comment est-ce que je vais faire ça? Il va simplement falloir que je récupère... Alors, bien sûr, si j'avais programmé tout moi-même à la main, je me serais débrouillé, hein, c'est pas la question. Mais là, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les choses ont été programmées là-dedans? Eh bien, il se trouve qu'on va me fournir des actions prédéfinies pour réaliser certaines opérations d'édition. Donc, si je veux passer en mode gras, c'est que probablement il y a une action spécifique qui existe déjà, qui va me permettre de passer en mode gras et de faire une édition
Enfin avec la police grasse. La version grasse de la police. D'accord? Donc, ces actions, je vais les retrouver. C'est-à-dire, si je regarde la documentation, non, voyons voir, où est-ce qu'elle est la documentation? Je vais retomber dans Java Xtext. Donc, cette fois, c'est là qu'il va falloir mettre la main dans le cambouis. Le cambouis étant les différents packages, JavaX, Swing Text, et puis ces variantes diverses et variées. Donc ça, là-dedans, on va retrouver toutes les classes utilitaires des text pane ou des editor pane, et puis les variantes spécifiques pour HTML, RTF, et voire même les parseurs HTML, si vous voulez parser une variante particulière de HTML, c'est possible de le faire. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, regardons dans HTML. Ah, pardon, j'ai fait une bêtise. Regardons dans HTML les différentes classes qu'on a. Mais en fait, la classe qui m'intéresse, normalement, si je ne me trompe pas, ça doit être l'editor kit. Laissez-moi juste regarder, je vais la trouver... Ouais, je vais la trouver ici. En fait, on a dans... Vous voyez que TextPane et EditorPane, il me fournit des fonctionnalités d'édition. Bon, alors il y a des classes qui sont censées gérer ces modes d'édition. Ces classes sont en fait ce qu'on appelle des ce qui est appelé des editor kits. Alors là, j'ai pris le HTML editor kit, mais vous voyez qu'en fait, il existe une super classe de tous les editor kits qui s'appelle le default editor kit, dans lequel il y a... Alors, que fait le default editor kit? Vous voyez, il fait les choses vraiment de base de ce que peut faire un éditeur de texte. Donc, il vous fournit des actions pour couper, coller, insérer, je sais pas quoi, hein, donc on les voit ici. Couper, coller, enfin, ouais, couper, copier, coller, et puis faire différentes insertions. Oh, il faudrait regarder exactement ce qu'elles font. Bip action, je ne sais même pas ce que ça fait celui-là, mais enfin peu importe. Ensuite, vous avez une sous-classe de Default Editor Kit qui vous fournit des actions supplémentaires de style. Bon, par exemple, vous voyez qu'on peut changer la police, changer je sais pas quoi, la couleur, et puis on a de quoi passer en mode gras, en mode italique. Et puis ensuite en HTML, vous avez en plus des fonctions supplémentaires pour contrôler diverses choses sur l'HTML, rajouter une balise. Bon, peu importe. Donc en fait, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, c'était pas le HTML Editor Kit, je vais me contenter simplement du style d'Editor Kit, celui qui me permet juste de passer en mode gras ou en mode italique. Donc comme vous le voyez, c'est que en fait, il y a des classes dans l'Editor Kit stylé. En fait, bold action, c'est une classe interne. Hein, donc en Java, vous avez le droit de déclarer des classes dans des classes. Donc dans la classe style d'Editor Kit, il y a un certain nombre de classes qui représentent des actions permettant d'obtenir une certaine fonctionnalité. Passage en gras, passage en mode italique. Rappelez-vous ce que sont les actions. Ça fait un moment qu'on a vu ça, donc je fais un petit rappel, parce que ça fait un moment, puis il y a eu les vacances. Donc les actions, hein, ce sont des objets qui permettent de décrire justement à la fois le listener, les icônes qui sont associées, les textes qui vont vous permettre de faire apparaître les objets sur les boutons, etc. Hein, c'est quelque chose qui abstrait complètement la notion de listener, d'event, etc. Donc simplement, je vais me créer une action bold action, c'est simplement ça que je vais faire. Donc il se trouve que c'est une classe statique de style editor kit bold action, je vais en créer une. Alors on va voir. Alors je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, la première chose que je vais faire, je vais faire un menu. Hein, je vais rajouter un menu dans lequel il y aura de quoi passer en gras, par exemple. Donc dans mon application, je vais créer un menu. Donc je vais faire un JMenu bar. Ça, c'est la première chose. Il me faut une barre de menu. Il me faut un menu. Ok, c'est le menu édition. mb.add m. Donc je rajoute le menu dans la barre de menu.
Il faudrait aussi que je rajoute la barre de menu dans la frame. Ça c'est bon. Maintenant dans le menu, il faut que je rajoute une option qui me permet de passer en gras. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Et bien justement, je vais récupérer une action, l'action qui correspond au style d'Editor Kit Bold Action. Alors c'est une action, je vais l'appeler action, pardon. Je vais l'appeler action G, puisque c'est pour passer en gras. Donc je vais simplement l'instancier, donc je vais prendre un style Editor Kit Bold Action. C'est une sous-classe, donc je vais l'instant Bold Action. D'accord? Et ça, hein, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour représenter justement l'action. Donc il y a la fonctionnalité là-dedans, hein, bien sûr, il y a le action perform qui fera ce qui va bien, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il suffit de faire ici? Ça devrait marcher. Et ben, il suffit d'ajouter dans le menu M l'action G. Alors déjà ça. Alors évidemment, il me faut importer ce qui va bien. JavaX Swing texte. Ouais, c'est bon. Ça suffit. Donc j'ai un menu édition avec, comme vous voyez, alors l'action, elle n'est pas forcément très sympathique, c'est-à-dire que c'est une action par défaut, hein, donc le texte qui m'a fourni, c'est ce que m'a fourni le concepteur du style d'Editor Kit, hein, c'est tout. Donc il a appelé cette action-là font bold. Si ça me plaît pas, il aurait fallu que j'en fasse une sous-classe. Enfin, je crée ma propre action qui fait les choses correctement. Il n'y a aucun souci. Hein, j'ai tout à ma disposition pour le faire. Et alors, bah, vous voyez que donc je l'ai déclenché. Si je la réenclenche, bah, je passe dans l'édition. Alors, je suis désolé, c'est pas super visible. Moi, je le vois bien sur mon écran, mais la définition est pas très sympathique ici. Mais en fait, j'avais déclenché l'option du menu. Donc, comme j'étais déjà dans le mode gras, je suis repassé en mode normal. Puis j'ai réenclenché ici le menu font bold. Donc, je suis repassé en mode gras. Donc, il suffit que j'aille piocher les différentes actions qui m'intéressent et qui sont fournies par défaut, ou d'en créer moi-même. Et puis voilà, j'ai un éditeur WYSIWYG ici qui me permet de passer en mode gras. Alors, la dernière chose à faire, c'est bien sûr d'essayer de récupérer ce texte-là et de le sauver éventuellement dans un fichier HTML si je veux. Bah, ça, il n'y a aucune difficulté. Hein. Si je fais un getText, je vais récupérer toutes les valeurs qui me conviennent. Donc si par exemple, je vais me rajouter une option dans le menu. Alors je vais prendre un J menu item. Je vais faire ça, désolé, c'est pas le truc le plus élégant du monde, mais peu importe. Voilà. Donc dans mon menu, j'ajoute MI. Et puis à MI, il faut que je fasse un Add Action Listener. Et ici, je vais récupérer simplement la valeur contenue dans le texte. Et on va bien voir que j'aurai... je vais y arriver. Donc ici, il faudrait simplement, comme j'ai besoin du texte, je vais le mettre en... je vais le mettre en attribut, comme ça je l'aurai ici. Et puis simplement ici, je vais l'afficher à l'écran, hein, c'est tout. Hein. Si vous voulez l'afficher dans un fichier, si vous voulez l'écrire dans un fichier, libre à vous. Je vais simplement récupérer le texte.
source. Donc ici j'ai mon texte, je suis repassé en bold, j'enlève, j'ajoute du bold, enfin peu importe. Si je fais voir, je devrais voir ici le code source. Bon, c'est pas du HTML très propre, c'est normal, hein, j'ai pas fait les choses très correctement, mais peu importe. Ça, c'est le HTML qui a été produit par l'édition que je viens de réaliser. Bon, alors comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai à peu près couvert tout ce qui allait bien. Et puis, donc on va s'arrêter là.